Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre en direct les questions cribles thématiques, aujourd'hui consacrées à la situation de l'emploi. En séance, c'est le ministre du Travail et de l'Emploi, François Rebsamen, qui répond aux sénateurs. Tout de suite, direction l'hémicycle pour vos questions cribles thématiques. Il y aurait beaucoup d'emplois sauvés dans le Pas-de-Calais, par exemple. Le site d'Arjowiggins à Wizerne est menacé de fermeture d'ici juin 2015. 307 salariés en CDI, plus les intérimaires et les emplois indirects, sont concernés par cette décision. Arc International perdra plus de 200 emplois malgré la reprise de l'entreprise par un fonds d'investissement américain. La compagnie MyFerryLink, interdite d'accès au port de Douvres, est également menacée de la suppression de 600 emplois. Mais j'aurais pu citer aussi Mecaplast, Tioxide, Stora Enso, la Française de mécanique, Bridgestone, toutes dans le Pas-de-Calais, j'en passe, rien que donc sur ce département. Sur le sujet très sensible du travail détaché, illégal ou détourné, on ne peut en rester là aussi au statu quo, monsieur le ministre. Or, lorsque Pierre Laurent interpelle le gouvernement sur le plan social chez Sanofi, celui-ci répond qu'il a été négocié. En fait, il a été annulé par la justice. Mais à coup de modification du Code du travail, vous avez rendu impuissants les salariés face à cette saignée. Monsieur le ministre, quand comptez-vous inverser votre politique en donnant notamment le pouvoir aux salariés de s'opposer à ces logiques destructrices, souvent financières? Merci, chers collègues. Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, va vous répondre. Je vous en prie, monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Je voudrais répondre au sénateur Dominique Vatrin, en vous saluant toutes et tous. Bon, il y a des thèmes que vous évoquez, monsieur le sénateur, auxquels je vais répondre tout à l'heure, puisque j'aurai d'autres questions, notamment liées aux emplois détachés, au travail détaché. Ce que vous évoquez, c'est un échec, effectivement, je ne l'ai pas nié. L'année 2014, c'est pas la peine d'en rajouter, monsieur le sénateur, en catégorie A, c'est 188 000 emplois inscrits en plus à catégorie A à Pôle emploi. Donc c'est pas, voilà, ça succède à des années depuis 2010 qui s'accumulent les unes aux autres. Ainsi, de 2008 à 2014 compris, c'est 1 300 000 demandeurs d'emploi en catégorie A. J'aurai l'occasion de préciser les choses tout à l'heure, mais inscrits à Pôle emploi. Et donc, la chute de l'emploi industriel, puisque vous avez évoqué l'emploi industriel, notamment dans les entreprises de votre département, mais pas uniquement. La chute de l'emploi industriel, elle a commencé à se produire il y a fort longtemps, deux dizaines d'années, et elle s'est accélérée de 2002 à, disons, aujourd'hui, pour pas, voilà, de 2000 à aujourd'hui, puisque l'emploi industriel est passé d'une part qu'il représentait d'à peu près 17,5% à 11%. Donc il y a eu une dégradation nette de l'emploi industriel dans notre pays. Pour y remédier, parce qu'il y a eu une perte de compétitivité des entreprises indéniable, le gouvernement a fait un choix. Et ce choix, c'est de redonner, à travers le pacte de responsabilité et de solidarité, je m'excuse, la réponse est courte, mais je ne peux pas faire autrement, j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est de redonner des marges de manœuvre aux entreprises. Pour faire quoi? Des marges pour investir, pour faire de l'apprentissage, s'occuper des jeunes et créer de l'emploi derrière. Voilà, très rapidement, j'en suis désolé, ce que je pouvais vous répondre. Merci, monsieur le ministre. Pour la réplique, monsieur Vatrin. Oui, alors je comprends bien que les réponses sont contraintes par le temps. Cela dit, j'avais mis en avant aussi la question des droits des salariés dans les entreprises. Je ne peux pas rester sans réponse sur ce sujet. Quant à la section 6 du projet de loi sur la croissance et l'activité, le gouvernement propose de réduire encore les pouvoirs d'intervention des salariés et de contrôle de l'administration en cas de licenciement collectif. Cela dit, je le dis ici très clairement, nous sommes prêts à travailler sur tous les dossiers, comme demain je le ferai avec le ministre Vidalis sur MyFerryLink. Il est temps de défendre en effet le pavillon français et de s'opposer à des décisions unilatérales qui bafouent nos intérêts nationaux. Vous avez cité la question de l'emploi industriel. Il y a là
aussi beaucoup de projets innovants que l'État devrait promouvoir et accompagner. Par exemple, la production d'éco-emballages à base de chanvre en lien avec le site Stora de Corbeuen, là aussi dans mon département. Mais trop souvent, très souvent, il faut s'opposer aux intérêts égoïstes des multinationales et de leurs actionnaires pour réaliser ces projets. En avez-vous le courage et la volonté politique? Merci, Monsieur Vatrin. La parole est à Monsieur Claude Berry-Débat pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, dans le contexte de croissance économique ralentie que nous connaissons, le chômage continue de progresser. Il frappe plus particulièrement les plus de 50 ans, mais aussi et surtout les jeunes qui ont de plus en plus de mal à s'insérer sur le marché du travail. Dans cette perspective, vous avez notamment impulsé une politique volontariste visant à permettre à ces jeunes sans emploi d'acquérir une première expérience professionnelle. Pour cela, vous avez largement développé les contrats aidés et il faut signer que les moyens budgétaires débloqués dans ce but ont été à la hauteur de l'enjeu. Près de 500 000 contrats aidés étaient budgétés en 2014 et 445 000 le seront en 2015. Cet effort remarquable doit cependant, et ce sera le sens de ma question, être mis en perspective au regard de deux éléments. Le premier est de savoir quel est leur impact réel sur l'évolution du chômage. Le second concerne les types de contrats qu'il convient de privilégier. Il apparaît en effet que les contrats aidés créés dans le secteur marchand, comme les contrats initiative emploi, dont le coût est moins élevé, permettent une meilleure insertion dans l'emploi de leurs bénéficiaires. On sait en revanche que les contrats aidés dans le secteur non marchand, comme les contrats d'accompagnement dans l'emploi ou les emplois d'avenir, s'adressent à des publics jeunes, souvent très éloignés de l'emploi, auxquels ils donnent une première chance professionnelle et l'occasion de s'insérer sur le marché du travail. Au-delà de son coût, on voit donc bien que le recours aux contrats aidés doit être adapté en fonction des publics ciblés et de ses effets attendus. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, au regard de la situation actuelle, comment comptez-vous renforcer l'efficacité de ces contrats? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, sénatrices, Monsieur le sénateur Claude Berry-Débat. Merci de votre question. Effectivement, les contrats aidés, c'est une politique qui a été utilisée, qui est utilisée et qui permet de préparer différents publics à l'insertion dans l'emploi. Et il est normal que l'État développe ces politiques. Pour vous dire simplement, vous avez rappelé des chiffres qui étaient justes, 445 000 emplois aidés dans la loi de finances initiale 2015. Il y a eu des périodes où on a été jusqu'à 800 000 emplois aidés. 800 000 emplois aidés. À la fin des années 90, nous étions à 800 000 emplois aidés et encore au milieu des années 2005, nous étions à 700 000. Là, vous feriez bien de faire attention. Vous étiez aussi très utilisés. La différence avec avant 2012, c'est que beaucoup d'emplois aidés étaient utilisés à des fins électorales, c'est-à-dire des très courts contrats. Le contraire de ce que demandaient les associations comme Alert ou la FNARS, qui sont des associations très sérieuses, qui luttent contre la pauvreté. Et je me rappelle que le Grenelle de l'emploi et de l'insertion, qui s'est tenu à Dijon même, le président de la République nouvellement élu, Nicolas Sarkozy, était venu dire « C'est vrai, vous avez raison, il faut qu'on allonge la durée des emplois aidés, des contrats aidés, puisque 6 mois ne permet pas une véritable insertion dans le travail. » Nous en sommes à 11 mois aujourd'hui, et vous avez posé la question de la différence entre les emplois dans le secteur marchand et dans les contrats et dans le secteur non marchand. La réponse que me fait depuis que je suis ministre de l'administration, c'est de dire que dans l'emploi aidé dans le secteur non marchand, eh bien, a un meilleur effet, un meilleur impact, parce qu'elle permet d'insérer des publics. Moi, je suis assez sensible à ce que vous m'avez dit à travers votre question. Je pense qu'il faut favoriser les emplois aidés dans le secteur marchand également. Et c'est pourquoi, dans la loi de finances initiale, il y aura 80 000 emplois qui seront destinés aux seniors, aux chômeurs de longue durée dans le secteur marchand. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Berry-Débat. Merci de votre réponse, Monsieur le Ministre. Effectivement,
Bon, je crois que les chiffres qu'il a énoncés devraient vous permettre à faire preuve d'un peu d'humilité, hein, puisqu'ils ont été aussi bien utilisés sous le règne, la présidence Sarkozy, que sous tous les présidents. Bon, donc là-dessus, moi je suis un fervent défenseur des contrats aidés, je vous le dis. Et la question que je me posais, c'était effectivement quel est le type de contrat le plus efficace dans le secteur marchand ou dans le secteur non marchand, en sachant que dans le secteur marchand, il peut y avoir, alors est-ce que ce n'est pas un effet d'optique, je dirais, une meilleure insertion, une meilleure, je dirais, réponse aux demandes du travail. Bon, la réponse du ministre me satisfait pleinement, dans la mesure où on va travailler sur 2 béquilles, sur 2 pieds, sur 2 jambes, secteur non marchand et secteur marchand. Je vous encourage, Monsieur le ministre, à poursuivre dans cette voie. Merci, chers collègues. Madame Françoise Gatel a la parole pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais évoquer la situation catastrophique et préoccupante du secteur du BTP, avec l'inquiétude grave sur le maintien des emplois. À la situation économique catastrophique de ce secteur, aux effets négatifs de la loi Allure viennent se rajouter des contraintes administratives lourdes. Je voudrais évoquer le compte pénibilité dont M. Sapin dit lui-même qu'il est impraticable, mais je voudrais surtout évoquer la réglementation extrêmement contraignante sur le travail des mineurs, certes contraintes à vocation préventive, mais qui rendent tout simplement impossible l'apprentissage d'un vrai métier dans l'entreprise. Ainsi, en Bretagne, depuis 5 ans, le secteur du BTP a perdu 800 postes d'apprentis, alors qu'on connaît la longue tradition quantitative et qualitative de formation de ce secteur. Je voudrais aussi évoquer, Monsieur le Ministre, la question des salariés détachés d'entreprises localisées dans l'Union européenne. Nous savons que bon nombre d'entre elles ne respectent pas la réglementation en vigueur, soit sur les conditions de travail, soit sur les salaires. Le nombre d'emplois détachés est passé de 26 000, je crois, en 2008 à plus de 200 000 en 2013, donc même un peu plus. 300 000, dit-on, quand on compte les emplois détachés non déclarés. Et que cette situation a engendré en Ille-et-Vilaine, enfin a contribué entre autres à une perte d'emplois dans le BTP de 2000 emplois. Alors certes, la loi Savary de 2014 a mis en place un dispositif assez coercitif pour lutter contre la fraude, mais Monsieur le Ministre, les fraudeurs ne connaissent pas les 35 heures et nous savons que ces entreprises amènent beaucoup de salariés à travailler le soir, le week-end et les jours fériés et qu'il est indispensable de mieux cibler ces contrôles. Donc, Monsieur le Ministre, je voudrais vous demander quelles sont les propositions concrètes que vous avez à nous apporter sur un meilleur ciblage de la lutte contre la fraude destructrice d'emplois et surtout comment le gouvernement compte concilier sa volonté très louable en matière de développement de l'apprentissage et la réglementation très stricte qui constitue un frein à l'embauche. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Ministre, pardon. Merci Madame la Présidente. Pour être tout à fait clair dans ma réponse, je ne reprendrai pas les attendus de votre question. Je les partage. C'est vrai qu'il y a une dégradation assez sensible de l'emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est vrai qu'il y a une augmentation très sensible du nombre de travailleurs détachés, ce qui en soi n'est pas un problème quand ils sont déclarés. On peut considérer qu'il y a aujourd'hui plus de 350 000 travailleurs détachés dans notre pays et plus de 100 000 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Vous me demandez quelles sont les dispositions que nous comptons prendre pour lutter contre le travail détaché illégal, c'est-à-dire non déclaré. Alors, je vais vous dire, nous allons, vous savez, ici, nous avons adopté, les parlementaires ont adopté la loi dite Savary, qui lutte contre le travail détaché illégal, contre le travail illégal. Et donc, nous allons augmenter, bien évidemment, fortement l'amende administrative, qui va être augmentée dans des proportions très élevées pour qu'elle soit un effet dissuasif. Nous allons avoir la possibilité, ça va sortir et ça va être précisé, de suspendre la prestation de service international en cas de manquement grave aux règles de détachement.
détachement. Nous allons, à la demande de la Fédération du bâtiment d'ailleurs, mettre en place une carte d'identité professionnelle. C'était demandé depuis près de 10 ans par la Fédération du bâtiment. Je suis content de pouvoir y répondre, je vous le dis, parce qu'il y avait des freins un peu partout à cette mise en place de cette carte professionnelle. Nous allons également, dans le domaine de l'apprentissage, c'est une réponse concrète que je vais faire suite à la réunion qu'avait tenue le président de la République le 19 septembre pour lever les freins à l'apprentissage. Je vais prendre un décret concernant le travail les travaux dits dangereux des jeunes qui va sortir prochainement avant le mois de mai, où on va faciliter l'accès sans mettre en danger pour autant les jeunes par un aspect déclaratif et non plus de demande d'autorisation des entreprises. Ça va correspondre à ce que vous attendiez. Les objectifs de contrôle vont être réévalués à la hausse et je prendrai dans les semaines qui viennent une initiative très forte pour lutter contre le travail illégal avec le Premier ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Gatel, vous voulez répondre? Oui, rapidement, merci Monsieur le Ministre. On compte sur vous pour favoriser le développement de l'apprentissage, mais aussi, je le répète, pour les contrôles le week-end et les jours fériés. Il m'est arrivé dans ma commune de me promener, de voir des peintres sur un chantier. Je me suis approchée, ils s'envolaient comme une volée de moineaux, et c'était un dimanche après-midi, Monsieur le Ministre. Merci. Merci. La parole est à Madame Catherine Procaccia pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour mes collègues, mes chers collègues. Une étude récente de la DARES vient bouleverser bon nombre des idées reçues sur les CDI. Elle montre, chiffres à l'appui, qu'un peu plus d'un tiers des contrats à durée indéterminée sont rompus avant la fin de la première année. Un chiffre étonnant eu égard à la situation de l'emploi et un chiffre d'autant plus paradoxal que le taux de ces ruptures anticipées est en croissance. Autre bouleversement des idées préconçues, la première cause de rupture anticipée n'est pas la fin de la période d'essai, mais la démission du salarié dans plus de 16% des cas. L'étude souligne la très faible part des licenciements, 3%, et celle complètement marginale des ruptures conventionnelles. Enfin, il apparaît que la part des CDI rompus avant le premier anniversaire est particulièrement élevée chez les 15-24 ans, plus de 45,6%, et qu'une démission sur deux concerne les personnes les moins qualifiées. Ces chiffres, Monsieur le Ministre, doivent vous interpeller autant que moi. Les jeunes sont-ils instables? Sont-ils mal préparés aux réalités du travail salarié? Ils montrent en tout cas l'inefficacité des politiques publiques qui incitent les entreprises à proposer des CDI aux jeunes sans qualification. Le CDI n'est donc plus synonyme de stabilité ni de fidélité pour l'entreprise, puisque 50% des contrats sont rompus la deuxième année et 60% la troisième année. Monsieur le Ministre, puisque le CDI n'attire plus les nouvelles générations du XXIe siècle, envisagez-vous, comme l'a fait un moment le Premier ministre, de rapprocher les obligations contraintes des différents contrats afin de faciliter la vie, en particulier des petites entreprises? Et à défaut de créer un contrat unique, comme le suggèrent les économistes et notre prix Nobel français Jean Tirole, allez-vous proposer l'alignement des dispositions des contrats courts, CDD et CDI de courte durée? Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Monsieur le Sénateur, Madame la Sénatrice Procaccia, vous avez raison dans l'analyse. Effectivement, les ruptures conventionnelles, depuis leur mise en place dans les années 2008-2009, ont connu un franc succès. Et celui-ci ne se dément pas. Il y a eu une augmentation des ruptures conventionnelles en 2014 de 6%. Pour atteindre le nombre record de 333 000 ruptures conventionnelles. Mais il faut dire qu'entre 2012 et 2013, donc il n'y a pas de lien avec la politique menée, ils avaient baissé de 2%. Donc la moyenne mensuelle, elle tourne depuis 2009 entre 25 000, excusez-moi de l'expression, les mauvaises années, et 30 000 les bonnes années pour les ruptures, s'entend. Mais les partenaires sociaux sont très attachés, vous le savez, à ces ruptures conventionnelles, permettent une souplesse que le ministre du Travail peut regretter de temps en temps, mais qui
qui existe et qui est là. C'est vrai que ça signifie la fin des CDI pour à peu près 20% des cas, sur des raisons qui sont celles que vous avez évoquées. Et donc, elles sont pas uniquement liées à la conjoncture, ces ruptures, mais bien souvent à des démissions ou des licenciements. Très peu aux licenciements et beaucoup aux démissions négociées. Je ne sais en tirer des conclusions sans immédiatement en tirer des foudres des partenaires sociaux. Donc je m'arrêterai là et je vous laisserai les commentaires. Ce que je peux dire, c'est que cette évolution est-elle le signe que le CDI est dépassé? Il reste quand même si la part des CDD dans l'embauche, vous le savez, continue d'augmenter, malgré les dispositions qui avaient été prises, alourdissant la fiscalité pour les entreprises qui y faisaient trop recours, la proportion des salariés en CDI a peu varié depuis 15 ans et reste largement majoritaire, c'est 87% des salariés. Est-ce qu'il faut passer à un autre type de contrat, le contrat unique? Je pense que nous avons en France tous les types de contrats nécessaires pour répondre à la souplesse nécessaire des entreprises, à la garantie pour le salarié. Et donc cela mériterait, j'en suis désolé, une plus longue analyse. Je suis prêt à reprendre cette discussion. Merci beaucoup. Chers collègues, Madame Procaccia, est-ce que vous voulez... Oui, Monsieur le ministre, vous m'avez répondu d'une façon très globale sur les ruptures conventionnelles, sur les types de contrats, les CDI, mais moi je vous interrogeais uniquement sur l'étude de la DARES, sur les démissions des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans et qui démissionnent à concurrence de 40% dès la première année. Donc c'était un cas très spécifique, d'autant plus que dans ma question, je disais bien qu'il n'y avait qu'un taux marginal que je vais vous citer, qui est de 1,7% de démission par rupture conventionnelle. Donc vous m'avez répondu généralement sur l'emploi, moi je vous interrogeais sur l'emploi et sur l'emploi des jeunes. Quand je vous parlais du contrat unique, je parlais aussi mais du contrat unique uniquement pour les périodes courtes. Si vous avez 40% des gens qui démissionnent la première année ou la fin des contrats la première année d'un CDI, c'est qu'il y a un problème par rapport au CDI. Et je me demande si ce problème n'est pas lié justement à toutes les charges qui pèsent sur les CDD et les contributions qui ont été augmentées très récemment dans la loi de sécurisation de l'emploi. Merci. La parole est à Jean Desessarts pour le groupe écologiste. Ah non, pardon, excusez-moi, à Monsieur Pierre-Yves Collombat. Excusez-moi, Monsieur Collombat. Alors là, vraiment, il y a un truc. Hein. Oui. Je suis plus maigre, c'est pour ça. Monsieur le ministre, durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le nombre de chômeurs de catégorie A a augmenté de 714 000. À mi-quinquennat de François Hollande, l'augmentation est déjà de 610 000. Je vous fais grâce de l'évolution des chiffres du chômage de longue durée, des jeunes, des seniors et du sous-emploi chronique. Ces chiffres, vous les connaissez mieux que moi. Ce ne sont pourtant pas les mesures fiscales favorables aux entreprises qui ont manqué, le CICE en est un bon exemple, ni les mesures de flexibilisation du marché du travail ou pour libérer la croissance et l'activité, pour reprendre le titre d'un projet de loi qui fait l'actualité. Après, comme avant le changement, le diagnostic et les remèdes sont toujours les mêmes, les résultats aussi, apparemment. Et pourtant, la conjoncture semble n'avoir jamais été aussi favorable, comme le rappelait Michel Sapin dans un récent entretien. Il n'y a plus d'excuses externes, taux de l'euro, coût du pétrole, politique monétaire restrictive de la BCE, ou interne, poids des charges et des impôts, pour faire valoir pour expliquer l'absence de croissance en France, disait le ministre, qui concluait « Il y a aujourd'hui plein de bonnes raisons pour que l'activité économique redémarre ». Sauf que absence de raison, visiblement, n'est pas raison, d'où cette supposition. Si au lieu de s'acharner à libérer d'entraves imaginaires une mystérieuse croissance toute prête à bondir, on essayait de la créer, cette croissance, par l'investissement public, tout spécialement par celui des collectivités territoriales suspectes de trop dépenser. Qu'en pense le maire de Dijon, Monsieur le ministre? Merci, Monsieur Collombat. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames, Messieurs, merci Monsieur le Sénateur Pierre-Yves Collombat pour votre question et l'humour qui est mis à la fin de cette question. C'est vrai,
le nombre d'inscrits à Pôle emploi, je reprécise les choses, a augmenté de 2008 à 2012 de 740 000. C'est pas la peine d'en rajouter, monsieur le sénateur. Il a augmenté de 550 000 depuis le début de ce quinquennat. C'est déjà suffisant pour que vous n'en rajoutiez pas. Donc, moi, je ne le nie pas. Et en la matière, les raisons, elles sont assez évidentes. Dans notre pays, nous avons fait, je crois collectivement, je le dis ici, collectivement le choix du chômage de masse. Collectivement parce que nous avons toujours privilégié la sécurisation la plus générale par rapport à la mise en compétition. Je vais vous donner quelques exemples pour expliquer mon propos. Dans les autres pays, quand on fait la comparaison, il y a un développement formidable du temps partiel. Mais dans les autres pays, le temps partiel n'entre pas dans les chiffres de comptabilisation de l'emploi. En Grande-Bretagne, ce n'est pas ce que je suggère, soyons clairs. Et je vous donne quelques explications. En Grande-Bretagne, il y a le contrat 0 heure. Ce n'est pas ce que nous voulons. Mais ça permet de ne pas compter comme chômeurs les personnes qui ont un contrat 0 heure, c'est-à-dire 15 minutes par exemple. En Allemagne, c'est 7,5 millions de mini-jobs. Mais ils ne sont pas comptabilisés comme demandeurs d'emploi. Nous avons une catégorie assez spécifique en France, qui est la catégorie de ceux qui travaillent plus de 78 heures. Là, nous les considérons comme des chômeurs au titre de la catégorie C. Et donc, je voudrais vous dire que comparaison, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, n'est pas raison. Merci, monsieur le ministre. Pierre-Yves Collombat, pour la réplique. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse stricte observance libérale. Vous nous dites le choix serait entre le chômage de masse et, vous ne l'avez pas dit, mais c'est moi qui le dis, le choix de la précarité. Moi, mon problème, c'est pas celui-là. Mon problème, c'est le choix entre la politique de l'offre, poursuivie, je dis depuis le précédent quinquennat, mais je pourrais dire depuis 20 ans. Le choix donc entre la politique dite de l'offre et la politique de la demande. Keynes déjà notait qu'il avait fallu un certain temps pour qu'à son époque, on réalise qu'il y avait vraiment une crise sérieuse à l'horizon. J'espère que ça durera moins longtemps, mais je crains que non. Merci, monsieur Collombat. Alors, la parole est donc à monsieur Jean Desessard pour le groupe écologiste. Merci, madame la présidente. Selon l'INSEE, le 31 décembre 1960, notre pays comptait 20 583 000 personnes en situation d'emploi. 52 ans plus tard, le 31 décembre 2012, ce sont 26 319 000 personnes qui travaillent, soit une augmentation de 27,9%. Durant la même période, selon l'INSEE, le nombre d'heures travaillées dans la totalité des branches est passé de 43 501 millions en 60 à 39 872 millions en 2012, soit une diminution de 8,3%. Ce qui signifie qu'un travailleur de 2012 passe 28% moins de temps au travail que son père en 1960. Comment l'expliquer? Un ralentissement de l'activité? Non, car c'est durant ces 52 ans, le PIB par habitant a été multiplié par 3. Ainsi, un travailleur de 2012 crée autant de richesses en une heure que 3,8 travailleurs en 1960. Il y a besoin de moins de main-d'œuvre, ce qui entraîne deux conséquences majeures. Hausse du chômage et précarisation des travailleurs, avec plus de 83% des embauches réalisées en CDD fin 2014. Aussi, je souhaite ici m'intéresser au mouvement de fond qui traverse nos sociétés depuis les 30 Glorieuses, l'augmentation de la productivité. Mécanisation hier, robotisation aujourd'hui et intelligence artificielle demain, ce n'est pas fini. Les moyens techniques optimisent au maximum le temps de travail, d'où la nécessité du partage du travail. Dans les années 60 et 70, la diminution du temps de travail salarié avait une connotation positive. Le réel problème, c'est que le fruit de ces gains de productivité a été accaparé par le capital au lieu d'être consacré à l'emploi. Entre 1918 et 2012, les dividendes versés aux actionnaires des sociétés non financières ont quasiment triplé, passant de 3% à 9% de la valeur ajoutée totale. Durant la même période, la part de cette valeur ajoutée allouée à la masse salariale a chuté de 8%. Dès lors, Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour que tout le monde ait accès à l'emploi dans une société où l'emploi, dans sa globalité, sera moindre?
Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Oui, c'est une question de fond que vous posez, Monsieur le sénateur Desessard. C'est dur d'y répondre en 2 minutes, hein, vous en conviendrez. La durée annuelle du travail, elle a baissé dans tous les pays développés depuis 1950. C'est un mouvement de fond qui a été lancé, on pourrait même dire depuis le début du XXe siècle, quand on regarde. On travaillait même la nuit, on faisait même travailler les enfants la nuit. C'est plus le cas aujourd'hui, même si je vais prendre des dispositions pour leur permettre d'avoir accès à l'apprentissage pour un certain nombre de travaux. Et donc, comment ça s'est développé? De 2 manières. D'abord par un effort de productivité, vous en doutez, partout dans tous les pays développés, et puis par une baisse en France, mais pas qu'en France, de la durée collective du travail. Dans tous les pays de l'Europe, il y a eu une baisse de la durée collective du travail, et puis il y a eu le développement du temps partiel. Alors il y a le temps partiel choisi, et puis il y a le temps partiel subi, vous le savez. Donc nous avons essayé de lutter contre le temps partiel subi pour permettre un temps partiel choisi. Là encore, les solutions sont très différentes suivant les pays. Je citais tout à l'heure le cas de l'Allemagne, où le taux, excusez-moi, c'est pas très joli, d'employabilité des femmes est beaucoup moins élevé qu'en France, parce que faute de crèches, faute d'aide à domicile pour le moment pour élever les enfants, eh bien après les femmes reprennent souvent en Allemagne du travail à temps partiel, choisi ou subi, je ne sais pas, je ne porterai pas jugement. Et donc, est-ce que cela est inéluctable? C'est la question de fond que vous posez. Est-ce que cette baisse tendancielle du temps du travail est inéluctable? Je pense que si, malgré l'alignement des planètes que nous connaissons en ce moment, je parle de situation économique qui devrait s'améliorer en 2015, la croissance ne repartait jamais dans notre pays. La question que vous posez, elle devrait être posée à tout le monde. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Desessard, pour la réplique. Rapidement, Monsieur le ministre a compris ma question et il l'a dit lui-même, avec 2 minutes, il ne pouvait pas y répondre. Il a compris ma question, c'est de dire, est-ce qu'en fin de compte, on ne court pas derrière une croissance qui ne reviendra pas? Et plutôt que de distribuer l'argent au capital et de vouloir faire travailler tout le monde plus, est-ce qu'on ne pourrait pas la distribuer à la masse salariale, ce qui permettrait d'embaucher plus de monde? C'est ça la question qui est posée. Donc quand je lui ai demandé ça, j'ai dit quelles mesures on fait pour qu'on rétablisse un équilibre, que les salariés aient davantage de masse salariale et que cette masse salariale soit distribuée de façon plus équitable entre les salariés. Voilà la proposition dont nous pourrons discuter lorsque nous aurons davantage que 2 minutes pour le débat. Merci. La parole est à Monsieur Alain Richard pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, moi je voudrais parler d'un sujet qu'on peut effectivement, j'espère, évoquer en 2 minutes, qui est un peu d'approfondissement sur justement l'évolution de ces chiffres. Parce que je suis frappé de voir, en regardant les courbes des dernières années, qu'il y a eu des années où le nombre de chômeurs, suivant la définition du Bureau international du travail, qui est celle qui sert dans toute l'Europe pour faire des comparaisons d'un pays à l'autre, était très proche du nombre des demandeurs d'emploi français dénombrés par Pôle emploi, alors qu'au cours des dernières années, c'est-à-dire l'écart commence en 2010, l'écart s'est de nouveau beaucoup creusé, et aujourd'hui on a 2 800 000 et quelques demandeurs d'emploi recensés par le BIT et 3,4 millions recensés par nos services publics. Et donc, quand je vois, j'ai essayé de regarder quelle était la définition du demandeur d'emploi, il y a quelques petites différences, mais elles me paraissent quand même avoir du mal à expliquer un écart aussi important. Et en particulier, je me pose la question, puisqu'évidemment, dans un cas comme dans l'autre, on ne tient pas compte des demandeurs d'emploi indemnisés. C'est l'ensemble des gens disponibles pour l'emploi et n'ayant aucune activité. Mais est-ce que dans le décompte que fait, non plus faible, que fait le BIT, est-ce que l'absence d'indemnisation n'aboutit pas à ne pas compter un certain nombre de demandeurs d'emploi? En tout cas, comme nous sommes amenés à tout moment, et notamment justement pour apprécier ce que donnent ou ne donnent pas les politiques économiques, on fait forcément des comparaisons avec nos partenaires européens qui utilisent tous la même statistique. Je crois que ce serait utile que nous comprenions mieux s'il y a un biais d'un côté ou de l'autre et si, le cas échéant, ça conduirait à ouvrir une concertation pour faire évoluer notre propre dénombrement. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Oui, merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Sénateur Alain Richard. C'est une question de fond que vous posez qui suscite d'ailleurs beaucoup de quiproquos et d'incompréhension. Effectivement, au niveau international, le nombre de demandeurs d'emploi reconnus par le BIT, qui sert de comparaison internationale, s'élève fin 2014, excusez-moi, à quelques centaines près, à 2 880 000. Et le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A à Pôle emploi, je dis bien en catégorie A, s'élève à 3 480 000. Donc nous avons un écart de plus de 600 000 entre les deux statistiques. Moi, ça m'a intéressé, comme ça intéresse toute personne qui aime les comparaisons chiffrées et véridiques et véritables, parce qu'en 2009-2010, mesdames, messieurs les sénateurs, il n'y avait pas d'écart entre les deux. En 2009-2010, très exactement, il y avait 2 500 000 personnes reconnues comme demandeurs d'emploi par le Bureau international du travail, au sens du Bureau international du travail, et 2 500 000 demandeurs d'emploi au titre des catégories A de Pôle emploi. Alors que s'est-il passé? C'est passé deux phénomènes qui expliquent cette différence de 600 000, je dis bien de 600 000. Il en existe d'autres, mais deux que j'ai pointés du doigt. C'est d'abord la dispense de recherche d'emploi qui a été mise en place pour les seniors. Cette dispense de recherche d'emploi a fait que ceux qui étaient pas comptabilisés parce qu'ils étaient justement dispensés de recherche d'emploi se sont retrouvés inscrits à Pôle emploi. On peut le compter, ça viendrait en moins si vous en acceptiez l'analyse, à 180 000 de 2008 à 2012 qui se sont retrouvés inscrits à Pôle emploi alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Ils étaient dans la même situation. Et encore 200 000 depuis 2012. Donc nous avons là près de 400 000 demandeurs d'emploi qui sont des demandeurs d'emploi qui n'étaient pas demandeurs d'emploi et qui n'ont pas changé de situation, ce qui explique déjà la différence. On peut penser également que le fait de permettre l'inscription à Pôle emploi au bout de 4 mois de travail au lieu de 6 mois a eu aussi un effet sur l'inscription il faut à conclure. Pôle emploi. Voilà, c'est un vrai sujet, mais j'aimerais bien pouvoir y revenir à un moment. Merci Madame la Présidente. Monsieur Alain Richard. Pas de commentaire dans un échange aussi bref, mais je crois vraiment qu'il faut que nous nous posions la question justement de l'avenir et de la pertinence de cette catégorie particulière dispense de recherche d'emploi. Parce qu'il s'agit de personnes qui sont potentiellement employables, dont certains ont le souhait de retrouver une activité, alors que pour des raisons sociales, pour des raisons d'éviter la surcharge des services, on dit que vous n'êtes pas obligatoirement, notamment au regard de votre droit à indemnité, tenu de rechercher un emploi, c'est une chose, mais ce sont bien les demandeurs d'emploi. Donc moi j'ai du mal à imaginer une solution qui consisterait à, parce que là ce serait à mon avis vraiment une manipulation de statistiques. J'ai du mal à imaginer que des personnes qui ne sont pas à l'âge de la retraite, qui n'ont pas acquis leur droit complet, qui sont employables, ne puissent plus être comptées comme demandeurs d'emploi. Donc je crois qu'il faut approfondir cette question-là, mais ça ne m'explique pas tout à fait pourquoi du coup ces gens-là sont comptés. C'est-à-dire que le BIT ne compte que les gens qui effectivement sont en recherche active. C'est ça, mais je crois honnêtement qu'il faut plutôt se poser la question de savoir si cette notion de dispense définitive de recherche d'emploi n'est pas quelque chose à revoir. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Jean-Baptiste Lemoyne a la parole pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nous connaissons malheureusement tous dans nos départements des entreprises en difficulté, des femmes et des hommes, de l'ouvrier au chef d'entreprise, qui désespèrent de pouvoir sauvegarder leur activité. Alors les chiffres sont là, ils sont durs, très durs. 3,5 millions de chômeurs en décembre, l'apprentissage qui a continué à chuter et ils sont plus alarmants encore pour la Bourgogne que nous avons en commun. Au troisième trimestre, l'emploi salarié marchand se dégrade avec un recul 2 fois plus important qu'en France métropolitaine. Alors peut-être me direz-vous, Monsieur le Ministre, que la hausse ralentit, mais l'horizon de la baisse s'éloigne chaque mois plus. Peut-être avez-vous dit, Monsieur le Ministre, à l'instant qu'un certain alignement des planètes est en cours, avec effectivement la baisse du prix du pétrole et de l'euro. Néanmoins, nous ne pouvons pas éternellement attendre le salut des conditions extérieures. Alors que faire pour reprendre une célèbre interrogation ? Vous avez recours aux emplois aidés, effectivement, comme tous les gouvernements avant vous d'ailleurs, c'est juste, mais c'est une réponse partielle. Nous savons que 60% des personnes ayant occupé un emploi aidé non marchand, malheureusement, sont en situation d'inactivité 6 mois après la fin de leur contrat.
Vous avez mis en place le CICE, certes, mais son impact est ralenti par le décalage d'un an qui est inhérent à son caractère de crédit d'impôt. Et de plus, il ne s'implique pas directement sur la feuille de paye. Donc le lien avec le coût du travail n'est pas totalement réalisé pour certains. Alors nous devons, face à cela, je pense, continuer à alléger un certain nombre de contraintes de toute nature qui pèsent sur le travail, hausse de points des cotisations retraite, complémentaires santé, impact du dispositif de pénibilité. C'est vrai que de nombreux retours sur le terrain nous font dire qu'il y a là beaucoup de contraintes supplémentaires. Alors, nous avons le chantier de la simplification de l'environnement de l'entreprise, la négociation sur les IRP. Vous reprenez la main, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous nous assurer qu'il n'y aura pas de contraintes supplémentaires pour les très petites entreprises? Il y a également tout le chantier, effectivement, de la remise en route de l'apprentissage, de la voie professionnelle. Monsieur le Ministre, quel est votre plan d'action pour les 6 prochains mois? Les réunions de programmation du travail gouvernemental ont eu lieu. Quel est le plan de match de votre point de vue? Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, nous partageons ensemble le fait d'être élu d'une belle région et heureusement dont par rapport à la moyenne nationale, le taux de chômage est moins élevé que la moyenne nationale. Je me permets de le dire parce que vous savez, de région à région, finalement, ça varie assez, les variations sont assez importantes. 8,5 en Bretagne et 13% dans les endroits industriels les plus frappés. Mais c'est pas ça le sens de votre question. Nous avons fait un certain nombre de réformes structurelles. Je les cite sans les développer, vous comprendrez pourquoi. Nous avons mis en place un certain nombre de réponses pour aider les publics les plus fragiles à retrouver un emploi. On peut en penser ce qu'on en veut, mais il n'empêche que les emplois d'avenir, c'est aujourd'hui un succès. Nous avons amélioré, avec les partenaires sociaux, les incitations à la reprise d'emploi. Par exemple, pour redonner, de l'attrait au fait de reprendre un emploi, les droits rechargeables en la matière est un dispositif intéressant. Nous avons réformé la formation professionnelle de manière substantielle à travers la mise en place du compte personnel de formation qui va permettre à des chômeurs de pouvoir se former, ce qui n'était pas le cas précédemment, et c'est pour ça que je disais que le choix avait été fait, je le dis avant, du chômage de longue durée par tout le monde. J'ajouterais que nous avons mis en œuvre, malgré des difficultés au départ, de relance de l'apprentissage. J'ai donné l'exemple des décrets qui vont sortir et d'un regain d'inscription en septembre et en octobre, et nous verrons les effets positifs l'année prochaine. Nous avons aussi les partenaires sociaux qui ont mis en place la loi de sécurisation de l'emploi. Enfin, nous avons entamé la réforme du Conseil des prud'hommes pour sécuriser. L'engagement que vous me demandez de prendre, je le prends devant vous. Il n'est pas question d'alourdir les contraintes qui pèsent sur les PME, TPE. C'est le sens de votre question. Au contraire, ce qu'il faut, c'est, tout en garantissant bien sûr les droits des salariés, il n'est pas question d'y toucher, c'est donner à ces petites et moyennes entreprises, là où il y a un gisement d'emploi, plus de souplesse, plus de facilité, plus d'agilité pour pouvoir embaucher des personnes. Monsieur Lemoyne, vous voulez dire un mot? Merci Madame la Présidente. Le Président de la République ce matin évoquait dans sa conférence de presse la revalorisation de la voie professionnelle, des lycées professionnels, de l'éducation prioritaire. Il faut passer des mots aux actes et c'est vrai que je me permets de regretter justement que le gouvernement auquel vous appartenez malheureusement ait retiré par exemple Brignon-sur-Armançon de la zone des zones d'éducation prioritaire, que la région Bourgogne ait fermé un lycée professionnel à Migène. Donc vous voyez qu'effectivement nous pouvons parfois nous rejoindre sur un certain nombre de pétitions de principe, mais encore faut-il que derrière les actes suivent et ça c'est vraiment crucial parce que je suis persuadé que c'est au niveau micro et non pas au niveau macro qu'on va s'en tirer, c'est parce qu'un artisan va créer un emploi de plus, qu'une PME va créer un emploi de plus, que petit à petit on va réussir à gagner ce combat. Voilà, merci Madame la Présidente. Merci chers collègues. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h pour la deuxième lecture de la proposition de loi autorisant l'accord local de répartition. Voilà pour cette séance de questions cribles thématiques. Vous avez vu pendant 45 minutes le ministre du Travail et de l'Emploi, François Rebsamen, répondre aux sénateurs. Alors les questions ont fusé. Dès la première question, le communiste Dominique Vatrin a attaqué le ministre sur le bilan du gouvernement avec les nouveaux chiffres records du chômage. 3 496 000 chômeurs sans aucune activité. C'est le bilan
pour l'année 2014, un bilan qui est tombé la semaine dernière. Le ministre a appelé les sénateurs à ne pas en rajouter. Il était parfaitement conscient, dit-il, de ce bilan assez désastreux. Et il a appelé les sénateurs à attendre que les politiques du gouvernement, notamment en matière de flexibilité pour les entreprises, fassent leur effet. Une réponse, vous vous en doutez, qui n'a pas du tout satisfait les sénateurs, notamment dans la majorité. Voilà ce qu'il fallait retenir de ces questions cribles. Quant à moi, je vous retrouve à 18h pour l'audition de Rémi Pfimelin, président de France Télévisions, par la Commission de la Culture, ici au Sénat. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.